Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par lepetitjournal.com, le journal des Français et des francophones à l'étranger, votre journal. Nous allons aborder aujourd'hui le thème de la fiscalité des donations dans un contexte international avec nous deux notaires de France, deux experts, donc Marianne Sévindic qui est notaire à Rouen, Olivier Lecomte qui est notaire à Paris. Donc les deux notaires, nous travaillons étroitement dans le cadre d'un partenariat avec le Conseil supérieur du notariat, d'où la communication aujourd'hui. Je pense que vous êtes nombreux, vous êtes très nombreux déjà connectés, plus de 70. Merci à tous de nous avoir rejoints. Vous êtes certainement très nombreux à avoir des questions sur ce sujet de la fiscalité des donations dans le contexte international. Donc c'est le moment, vous avez la chance pendant 1 heure d'avoir nos deux experts qui vont répondre à toutes vos questions. Donc vous avez le petit onglet questions sur la droite où vous pouvez poser évidemment vos questions. Dites-nous déjà un petit peu où vous êtes. Est-ce que c'est le matin pour vous en Asie? Est-ce que c'est le soir plutôt en Asie ou le matin aux États-Unis? Faites-nous un petit coucou, dites-nous, montrez-nous déjà que ça marche bien. Allez, je vais vous mettre un petit bonjour pour vous montrer que ça marche bien. Hop, allez, à vous, à votre tour, dites-nous un petit peu où vous êtes. On va passer donc 1 heure ensemble. Allez, on a Sylviane qui est à Mexico. Bonjour Sylviane. Et on va passer donc à peu près 1 heure ensemble. Je vous rappelle que ce webinaire sera disponible également en replay. Donc, si vous ne pouvez pas assister à tout le webinaire, vous pourrez consulter en replay. Vous pouvez également le faire connaître à vos connaissances, vos amis, vos collègues qui pourraient être intéressés par cette thématique. Bien entendu, vous êtes là aussi pour poser vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur ce thème. C'est très important. Alors, on a Isabelle qui est à Lisbonne, Guillaume à Madrid, Yokohama, Jean-Pierre au Portugal, Michel à Jakarta, Fred à Singapour, Laure qui est à Lyon. C'est moins exotique, mais c'est très sympa aussi. Bienvenue à tous. On est vraiment ravis de vous avoir. Je vais laisser très rapidement la parole déjà à Marianne et à Olivier pour qu'ils se présentent en quelques mots. Marianne, je laisse la parole en quelques mots pour vous présenter. Bonjour à tous, bonjour Hervé, merci. Je suis notaire à Rouen, déjà depuis quelques années maintenant. J'ai une appétence pour le droit international, alors qui est d'abord lié à ma vie privée aussi, parce que je suis dotée d'éléments d'extranéité moi-même. Donc, je commencerai par ça. J'ai fait des études au Havre, c'était les affaires internationales, ça s'appelle toujours comme ça de mémoire, cette université. Et c'est des cours très ouverts sur le monde, sur l'Europe, sur l'international. Aujourd'hui, Olivier nous le dira aussi, dans notre pratique quotidienne, on a toujours un petit élément d'international dans nos dossiers. Donc, je crois qu'aujourd'hui, notre pratique nécessite la connaissance de l'international. Voilà pour ma part, pour mon goût de l'international. Et je passe la main à mon ami Olivier. Bonjour Hervé, bonjour à tous. Moi, je suis notaire à Paris et je me suis spécialisé en droit international. Donc, c'est un sujet qui est quand même très large puisqu'il y a beaucoup de pays où on doit savoir un peu le droit comparé des autres pays et l'application fiscale. Je suis plus spécialisé en fiscalité puisque j'ai un master à Dauphine en droit fiscal. Et voilà, donc c'est un nouveau sujet qui est actuellement traité par les notaires, que nous nous approprions. Et en réalité, il y a beaucoup de travail et beaucoup de difficultés dans le droit international puisque on applique des règles qui sont tant françaises qu'étrangères. Donc ça me plaît, ça me permet de voyager dans ma tête à travers tous les pays dans le monde. C'est un côté sympa. Merci beaucoup. On va bien voyager aujourd'hui parce qu'on a nos internautes un petit peu partout dans le monde. Christine qui est au Portugal, Jean à Madrid, Christian qui est en Thaïlande, Manal à Beyrouth. Et c'est vrai que cette thématique, évidemment, pour nos Français, nos lecteurs français francophones à l'étranger, elle intéresse évidemment au plus haut point. Peut-être, Marianne, ça serait intéressant déjà de cadrer un petit peu le sujet, le thème, c'est-à-dire la fiscalité des donations dans le contexte international. Quelle est un petit peu déjà la définition juridique d'une donation? Quel est un petit peu le cadre de ce webinaire, de ce dont on va parler? Oui, on va commencer déjà par vous définir, mais tout simplement, qu'est-ce qu'une donation? Une donation, c'est un contrat par lequel une personne, qu'on appelle le donateur, va transférer la propriété d'un bien ou d'un droit à une autre personne, qu'on va appeler le donataire. Et ce contrat, c'est un acte donc sans intention de contrepartie, donc sans aucune contrepartie au moment de la donation, et il y a donc cette intention libérale. Donc c'est un acte de générosité. Voilà. Et on va parler peut-être plus de l'élément d'extranéité qui peut être attaché à cette donation.
Olivier, tu veux peut-être ajouter un mot sur… Oui, Sur les éléments d'extranéité? oui. Une donation, pour qu'elle ait un caractère international, il faut qu'il y ait des éléments d'extranéité. Alors, l'extranéité, ça va être quoi dans une donation internationale? Ça va être par exemple le fait qu'on ait un bien qui soit donné, situé en France, et un donateur ou un donateur, c'est-à-dire celui qui va donner ou celui qui va recevoir, qui soit situé dans un autre pays que la France, c'est-à-dire qui soit considéré fiscalement comme non résident. Ça peut aussi être le fait de donner un bien situé à l'étranger alors que celui qui donne ou celui qui reçoit soit résident. Donc, à partir du moment où on a un bien qui est situé à l'étranger ou qu'on a un donateur ou un donateur qui est situé à l'étranger, on va se retrouver dans un cadre d'extranéité. Alors, je vous demande simplement de ne pas mélanger parce qu'on va traiter aujourd'hui que la matière fiscale. La matière fiscale, c'est une matière qui est complètement différente du civil. Donc, on ne tient pas en compte de l'élément d'extranéité que généralement vous nous rappelez, qui est la nationalité. Pour nous, que vous soyez de nationalité française ou pas, si vous êtes résident en France ou si vous l'êtes pas, la nationalité ne va rien changer. Dans un cadre international, peut-être avec certains pays, mais pas avec la France. Voilà. Très bien. Marianne, quels sont les types de biens qui peuvent faire l'objet d'une donation? On peut quasiment tout donner. On peut donner un bien meuble, un bien immeuble. On peut donner tous ces éléments-là. On pourrait donner un brevet, on pourrait donner des parts de société. Tous ces éléments-là peuvent être situés en France ou à l'étranger. Vous savez que nous, notaires, nous avons une compétence nationale, donc on peut recevoir une donation qui porte sur tous ces éléments-là, ici ou là-bas. On va appeler ça comme ça, ici ou ailleurs. Il faut juste que l'on soit attentif, nous, notaires, à l'efficacité d'un acte qu'on pourrait établir en France qui comprendrait des biens à l'étranger, à l'extérieur. Donc, on peut donner un fonds de commerce. Je vais citer des exemples simples. Un fonds de commerce, un appartement, un terrain, des parts de société. D'accord. Alors, je vais rajouter quelque chose, Marianne, si tu m'y autorises. Je t'en prie. Dans l'objet d'une donation internationale, les notaires, on peut donner tant des biens meubles et immeubles situés en France que des biens meubles et immeubles situés à l'étranger. Toutefois, quand on donne des biens immeubles situés à l'étranger, il faut être prudent parce qu'il faut que notre acte puisse être publié à l'étranger. Donc, il faut voir avec un juriste local pour qu'il s'occupe de la publication. Et parfois, la publication nécessite de passer directement par ce notaire ou ce juriste parce que ça coûte moins cher et parce que c'est plus sécurisant. Très bien. Allez, les internautes, n'hésitez pas à poser vos questions. C'est le moment. Jean-Pierre me demande s'il y aura un replay. Oui, alors je le redis effectivement, hein, il y aura bien un replay. Donc, si vous ne pouvez pas assister à tout, dès la fin du webinaire, c'est-à-dire dans à peu près maintenant un peu plus de 50 minutes, vous allez recevoir un mail tous et avec le mail, vous aurez le lien qui vous conduira au replay. On va commencer avec les questions des internautes, mais avant peut-être, Olivier, ce serait intéressant de savoir comment est défini le régime fiscal applicable à une donation internationale. Comment est-ce qu'on se base sur un pays, sur une législation plutôt qu'une autre? Non, en réalité, dans le cadre d'une donation, nous, on va distinguer si le régime fiscal d'imposition dépend de l'existence ou non d'une convention. Donc, en l'absence de convention internationale, on va se référer aux règles de droit interne fiscal, notamment aux règles dites de territorialité. Donc, les règles de territorialité, c'est principalement 2 articles du Code général des impôts. L'article 750 ter du Code général des impôts que va nous développer tout à l'heure Marianne, qui va indiquer si tel bien à l'occasion de telle donation est imposable en France ou pas, et éventuellement donc comment on impute les impôts d'un pays à l'autre. Et un deuxième article, qui est l'article 4B du même code, qui va lui définir les critères de domiciliation. Et cet article va vous permettre de savoir si fiscalement vous êtes considéré comme étant résident de France ou pas. Alors, cet article, il a des critères qui sont alternatifs. Ça veut dire qu'il suffit qu'un des critères, 6 après que je vais vous indiquer, soit rempli par vous pour qu'on considère que vous soyez résident de France. Cet article
balaye large. Ça veut dire que quand vous allez le lire, vous allez vous rendre compte que vous êtes très souvent considéré, même si vous n'êtes pas résident de France, comme étant résident fiscal de France. Donc, on dit que vous êtes résident si vous avez votre foyer en France ou, à défaut, si vous avez votre lieu de séjour principal en France ou, à défaut, si vous exercez une activité professionnelle en France ou, à défaut, si vous avez le centre de vos intérêts économiques en France, qui est large. Le centre des intérêts économiques, c'est le fait d'avoir des revenus supérieurs en France aux revenus que vous pourriez avoir à l'étranger, mais si vous êtes parti en retraite au Portugal, vous voyez. Ça, c'est le premier point en l'absence de convention. La deuxième chose qu'il faut que vous sachiez, qui permet de définir l'imposition, c'est la notion de domiciliation de certains biens comme étant situés en France et donc imposables en France. Il y a des biens que vous considérez comme étant situés à l'étranger, mais que le fisc va dire « Ah ben non, il s'est situé en France, donc je les impose ». C'est quoi ces biens? Ce sont les biens immobiliers. Alors là, il n'y a pas de souci, on sait s'ils sont situés en France, hein, si l'appartement est à Paris ou pas. Ce sont des meubles corporels, des fonds de commerce exploités en France, mais c'est aussi des meubles incorporels français. C'est quoi les meubles incorporels français? Par exemple, si vous avez une créance sur un débiteur domicilié en France, c'est-à-dire un compte en banque ouvert en France, même si c'est une succursale ouverte à l'étranger, on va considérer que c'est un compte taxable en France. Ça va même plus loin. Si à l'occasion d'une donation, vous donnez de l'argent et que l'argent est sur le compte du notaire en France, le notaire, c'est un débiteur domicilié en France, on va considérer que c'est une somme taxable en France. Donc, nous, les notaires, on est très attentifs, des fois, à ne pas faire passer les fonds que vous pourriez donner par nos comptes bancaires pour éviter justement cette qualification. Puis après, vous avez des valeurs qui sont des valeurs émises par l'État français ou des sociétés qui ont leur centre de direction en France. Je vais vous prendre un exemple. Vous avez des actions Air Liquide, vous habitez donc en Espagne et vous voulez les donner à vos enfants. Vous dites, mon portefeuille est en Espagne. Moi, je vais vous dire, non, les actions Air Liquide, elles sont situées en France et taxables en France parce que Air Liquide, c'est une société française qui a son centre de direction en France. Vous voyez, il y a quand même des pièges. Puis après, vous avez toutes les sociétés étrangères non cotées en bourse qui sont à prépondérance immobilière. C'est-à-dire qu'il y a plus d'immobilier dans ces actions situées en France que d'actifs situés en France. Et alors, on va aussi les considérer comme étant des actions taxables en France. Et puis après, enfin, vous avez les immeubles qui sont détenus indirectement en France, avec toute une notion aussi à définir en fonction de la composition de votre société et qui peuvent être également taxés en France. Ça, c'est pour la taxation en l'absence de convention. Maintenant, si vous avez une convention, c'est beaucoup plus facile puisque la convention va vous dire si vous êtes résident ou pas. Il suffira de la lire avec cette fois-ci des critères successifs et non plus alternatifs. Elle va indiquer qui a le droit d'imposer des deux pays et si les deux pays ont le droit d'imposer, elle va régler grâce à une méthode d'imputation ou d'exonération la double imposition éventuelle, de façon à ce qu'il n'y en ait plus. Et elle va également donc indiquer si tel bien est taxable dans tel pays et tel autre bien dans tel autre pays. Parfait, merci Olivier. On commence à avoir les premières questions des internautes. Si vous voulez, je commence à vous les poser et nous apporter vos réponses. Alors, on a Fred qui est à Singapour. Il souhaite faire une donation à Singapour. C'est du cash, des actions à ses enfants. Et il dit, je comprends qu'il est préférable de faire un acte en France pour que ce soit reconnu plus tard en France si je reviens en France. Donc, dans l'hypothèse où il revient en France, est-ce qu'il est préférable effectivement qu'il fasse un acte en France, Marianne? Alors, ça, c'est le sujet de l'opposabilité des donations qui seraient réalisées à l'étranger en France. En fait, il faut les révéler à l'administration fiscale. Dès lors que l'administration fiscale les connaît, en fait, ça constituera le point de départ du rappel fiscal des 15 ans, par exemple. Si vous ne le révélez jamais à l'administration fiscale et que vous revenez effectivement habiter en France, la révélation, la date de la révélation, ça sera celle à laquelle l'administration en a eu connaissance. Donc, si vous avez fait quelque chose il y a 2-3 ans, il vaut mieux le dire pour que ça soit opposable à l'administration fiscale. Peut-être qu'un jour, on en aura besoin. En tout cas, quelque chose sur lequel on n'a pas d'impôt à payer, ça ne nous coûte rien de le déclarer. On n'a que des avantages. Oui, puis c'est comme il y a aussi des cas. Oui, il y a aussi des cas. Alors, il faut faire attention parce que là, c'est Fred qui nous pose cette question-là de Singapour. On n'a pas regardé le détail qui est résident, où les biens se trouvent. Donc,
on va y revenir là dans les prochaines questions. À quel moment ça se taxe, si le compte est en France, si le compte est là-bas, et si il y a une nouvelle imposition, s'il y a un calcul de droit à faire, j'ai peut-être moi en tant que notaire un travail à faire en plus de l'acte qui a été fait à l'étranger. Mais on vous le redira peut-être plus précisément tout à l'heure. J'espère avoir répondu à Fred. Je vais rajouter, Marianne, que tu as tout à fait raison. Il faut absolument déposer cette donation parce qu'en France, on a un système qui est différent d'autres pays. Quand on fait une donation, au bout d'un certain temps, on a encore le droit d'en refaire une nouvelle 15 ans après. Et l'abattement se recharge. Par exemple, aux USA, en Angleterre, vous avez un abattement toute votre vie. En France, non. Vous avez un abattement rechargeable en fonction de la filiation. Donc, s'il déclare la donation et qu'il a profité de cet abattement ou autre, non seulement il n'y aura pas de réintégration, mais en plus, son abattement peut se recharger s'il revient en France dans l'avenir et qu'il veut redonner. Parce que là, on sait pas si sa fille est résidente de France. Donc, il faudra peut-être, si elle est résidente de France, absolument le déclarer. Et si elle est résidente, c'est peut-être, on en parlera, mais il faudrait une consultation plus approfondie là. Mais ça, peut-être Hervé, je vois qu'il y a pas mal de questions sur quand est-ce que je dois le déclarer. Peut-être qu'on va préciser les règles du 750 terres. Allez-y. On y va? Allez. Alors, donc c'est surtout, parce que là, je crois que je ne sais plus si Fred était résident ou pas. Donc, on va déjà commencer par si moi je suis donateur, parce que je vois qu'il y a pas mal de questions comme ça, j'ai envie de donner. C'est bien parce qu'il y a des élans de générosité à travers le monde. Donc, si moi je suis donateur et je suis résident de France, en réalité, mon obligation de déclaration, elle est mondiale, elle est illimitée. Ça veut dire que si j'ai envie de donner, que mes biens soient en France ou ailleurs, Singapour ou ailleurs, étant résident de France, donateur résident de France, j'ai une obligation de tout déclarer. Et il y aura une taxation sur la totalité. Et cette notion, cette taxation, elle n'est pas induite du tout, ni donc par le lieu de situation des biens, donc c'est à travers le monde, elle n'est pas induite non plus par la nationalité. Donc, peu importe le bénéficiaire de la transmission, ma qualité de résident fiscal en France impose une taxation illimitée, donc totalité des biens que je donne. Alors, je peux citer un exemple simple. Je suis résident en France, j'ai 2 enfants, je donne des biens, je ne sais pas, en Turquie, en France. Je serai taxée sur la totalité de mes biens donnés, peu importe si mon enfant est en France, à l'étranger, je serai taxée tant sur les biens en France, ailleurs, en Espagne, en Turquie, sur la totalité, je serai imposée en France. Si jamais, donc je ne sais plus si Fred était résident ou pas, si je suis donateur, mais je ne suis pas résident. Alors, il y a une distinction à faire. Si je ne suis pas résident, mais que mon enfant, puisque je crois que c'était à sa fille, quelqu'un voulait donner à sa fille, si ma fille est elle-même non résident, il n'y aura aucune imposition sur tous les biens qui se trouveraient en dehors de la France. Donc, le principe, c'est la taxation uniquement sur les biens situés en France. Donc, pour vous situer un petit peu, c'est l'article 750 ter, deuxièmement, du Code général des impôts. Là, Marianne, tu as tout à fait ton exemple de l'article 752 ter, posé par Sergio Polastri, qui me dit « J'ai un appartement à Paris, j'habite à Saint-Nazaire et je veux faire une donation à mes 2 enfants mineurs qui vivent avec moi. Comment le faire ?» Lui, il a un appartement à Paris et il habite dans une résidence. Exactement, ça rentre exactement dans ce cas-là. Donc, il sera taxé sur cet appartement en France, puisque le bien est en France. Alors, il faudra faire attention. Il faudra faire attention parce que ça, c'est le cas où mes donataires, donc là, c'est le cas de Sergio, où mes enfants vivent avec moi, donc non résidents. Mais je pourrais avoir très bien un autre cas où j'ai un enfant qui ne vit pas avec moi, qui est résident en France. Et dans ces cas-là, il faut que je fasse attention. Alors, il y a une sous-distinction, c'est très important de faire des petites cases. Je suis donateur résident ou pas, première case. Deuxième case, je suis donateur. Est-ce que mon donataire est lui-même résident ou pas? S'il n'est pas résident, je ne suis taxé qu'en France. Si mon donataire est résident, attention, là, on regarde une durée, la durée de la résidence. C'est l'article 750 ter, troisièmement. La durée de la résidence, le fisc, cet article-là vous parle d'une durée assez longue, 6 années dans les dernières 10 années. D'accord? Donc, les 6 années, elles n'ont pas besoin d'être consécutives. Elles peuvent être discontinues. Donc, nous, notre travail de notaire consiste à demander, sur cette période de 10 ans, combien d'années ont vécu en réalité ces donataires.
Si on est à moins de 6 ans dans les 10 dernières années, je reste sur la même règle. Donc, ça veut dire que mon donateur non résident, mon donataire a vécu moins de 6 ans dans les 10 dernières années, il n'y aura que de l'imposition des biens en France. Et dans la négative, si ce n'était pas le cas, si mes enfants, ils ont toujours vécu en France, comment ça se passe? Je serai taxée sur la totalité des biens que je donnerai, puisque mon donateur est non résident, mais mon donataire est résident depuis plus de 6 ans dans les 10 dernières années. Je serai imposée sur la totalité de mes biens donnés en France et dans le monde, mais uniquement sur la part de mon enfant donataire en France. Je vais prendre un exemple. J'ai 2 enfants, ce qui est la réalité. J'ai 2 enfants. Si j'en ai un qui habite en France et l'autre à Londres, je vais prendre mon exemple, je fais des donations avec des biens Londres, Paris, ailleurs, Maroc, peu importe, pas mal de biens, tant mieux. Comment ça se passe? Eh bien, mon enfant qui est donataire depuis plus de 6 ans dans les 10 dernières années sera imposé sur la totalité des biens qu'il aura reçus tant en France qu'à l'étranger. Mais mon enfant qui n'aura pas été résident dans les 6 dernières années, 6 ans dans les 10 dernières années, et qui vit ailleurs, lui ne sera imposé que sur les biens reçus en France. Donc, vous voyez, il peut y avoir des déséquilibres, on peut appeler ça des déséquilibres, mais qui sont induits par ces règles de l'article 750 ter. Voilà. Il faudra faire attention, il y a quand même un petit avantage, il faut quand même en voir un quelque part. Cet article 750 ter vous prévoit quand même, quand il y a une double imposition, parce que j'ai dit que finalement, je donne un bien en France et à l'étranger, et j'ai une taxation mondiale dans ce dernier cas-là. J'aurai le droit quand même, c'est bien, j'aurai le droit de déduire les droits payés à l'étranger sur les droits qui sont dus en France, mais uniquement sur les biens qui sont situés hors de France. Voilà, c'est le petit avantage, c'est pour éviter une double imposition. Elle est pas forcément complètement éludée, mais elle est amoindrie en tout cas, et c'est un autre article du Code général des impôts qui nous le permet, c'est l'article 784A pour ceux qui veulent approfondir. Merci. Marianne, puisque tu finissais avec l'article 750 ter, tu as comme exemple Pierre Savary qui nous a posé la question: résident fiscal au Japon, je veux donner des biens immobiliers situés en France, donc il est non résident, il donne des biens situés en France, part de SCI, part de maison en indivision, aux membres de ma famille, neveux et nièces résidant en France. Donc on va supputer qu'ils sont résidents depuis plus de 6 ans. Résident fiscal Japon, donc le donateur est non résident, d'accord? Donc on commence par là, je veux donner des biens immobiliers, on est en France, ok. Voilà. Et là, quelle est la fiscalité? Résident en France, ils ont mis. Voilà. Bon, on va dire oui, on peut considérer que c'est l'application du 750 ter avec une imposition mondiale s'il y a d'autres biens ailleurs. Voilà, donc on vous répond que vous avez bien l'impôt à payer en France et vous nous posez également la question, puis-je payer pour eux? La réponse est oui. Vous avez le droit en France, le donateur a le droit de payer les droits de succession qui sont dus par le donataire et ce n'est pas considéré comme un avantage taxable. Donc c'est le gros avantage de faire des donations par anticipation, parce que quand vous donnez par anticipation, vous êtes moins riche puisque vous avez payé les frais, et cette somme que vous avez utilisée pour payer les fonds, à votre décès, vos héritiers ne l'héritent pas et ne vont pas payer d'argent dessus. Donc on a une double économie. Tout à fait. Alors voilà, oui, on parlait bien des droits de donation, Olivier. Alors vous demandez taxes. J'imagine que vous voulez savoir combien ça coûte. Et il y a, en fonction du lien de famille, cher Pierre, la fiscalité, elle est plus ou moins lourde, on va dire ça comme ça. Et puis, les abattements ne sont pas les mêmes. Donc, les abattements entre frères et sœurs ou neveux et nièces ne sont pas les mêmes. Et les taux d'imposition, plus on s'éloigne, plus c'est cher. Donc, par exemple, en neveux et nièces, on est à 55%. Enfin, ça dépend du contexte. Mais les enfants, on a un abattement de 100 000. Après, ça va de 5% à 45%. Je vous schématise. Les frères et sœurs, c'est des taux à 35 et 45 au-delà d'un montant d'abattement. C'est au-delà de 15 000 et quelque chose. Hein. Voilà, oui. Que vous ayez un ordre d'idée. Tout ça, ça se calcule. Et vous avez raison, si en plus vous payez ça, ça ne sera pas considéré comme un deuxième cadeau et ça ne sera pas retaxé en donation. Hein. Le fait de payer les frais et droits à la place de vos gratifiés, vos neveux et nièces ou les membres de votre famille, ça ne sera pas retaxé. Voilà, comme le disait Olivier.
Très bien, merci Marianne, merci Olivier. On a pas mal de questions des internautes. On va continuer d'essayer d'y répondre, même si certaines, finalement, les pays sont différentes, mais les situations sont assez semblables. Je vous rappelle que ce webinaire sera disponible en replay, mais posez bien évidemment toutes vos questions. On a la chance d'avoir Marianne et Olivier qui sont là aujourd'hui pour y répondre. Et puis, n'hésitez pas, Marianne et Olivier aussi, hein, si vous voyez des questions, comme vous l'avez fait pour M. Savary, à les reprendre et à y répondre. Alors, j'ai Jean-Claude qui est résident fiscal en Turquie, qui souhaite faire une donation à ses 2 enfants français issus d'un premier mariage portant sur la nue propriété d'un immeuble 6 à Istanbul. Donc, l'immeuble est à Istanbul. Il dit par quel bout commencer. Alors, peut-être contacter un notaire, j'imagine, Olivier Lecomte. Je vais d'abord, puisque toi, Marianne, c'est la spécialiste pour la Turquie, donc je la laisserai répondre. Mais en introduction, je vais vous expliquer comment nous, on réagit déjà. Vous voyez, quand vous dites « je suis résident fiscal en Turquie », dans ma tête, je m'interroge, je me dis « tiens, est-ce qu'il y a une convention entre la France et la Turquie en matière de donation ?» Et la réponse est non. Donc, il n'y en a pas. Donc voilà, je me dis « je vais appliquer l'article 750 ter ». Et je vais aller chercher dans l'article 750 ter à quel alinéa correspond le cas de M. Jean-Claude Beuve. M. Jean-Claude Beuve, il me dit « je suis résident fiscal en Turquie ». Donc, je sais qu'il est non résident fiscal. Donc, je vais le mettre dans l'article 750 ter 2 ou 3. Et parce que là, on ne sait pas, Olivier, je ne crois pas qu'il ait dit où sont résidents les enfants de la première union. Hein. Mes 2 enfants français, donc on va supputer qu'ils sont en France. Allez, on va prendre cette hypothèse-là. Donc, on sera dans l'article 750 ter troisièmement. Donc, s'ils sont en France, on a une approche dite mondiale, c'est-à-dire que tous les biens qu'il les donne en France ou qu'il donne des biens situés en Turquie seront imposables en France. Et s'il ne les donne pas au moment de la succession, ça sera le même schéma. Voilà. Donc, par quel bout commencer? Vous appelez Marianne, c'est la spécialiste. Elle va régler le problème. Mais après, une fois on sait qu'il faut la déclarer en France, il faudra aussi la déclarer en Turquie. Et là, tu feras appel à tes correspondants, Marianne, en Turquie. Tout à fait. Pour avoir les actes. Oui, tout à fait. Donc, on peut rassurer M. Beuve, Jean-Claude. En Turquie, on connaît aussi, le notariat est connu, hein, la fonction de notaire est connue aussi là-bas. On a des liens très étroits aussi avec nos confrères de Turquie. Il y a quand même un deuxième point dont on n'a pas discuté, parce que là, vous faites une réserve d'usufruit, je crois. Donc, on est parti du postulat que vos enfants étaient résidents français de plus de 6 ans dans les 10 dernières années pour vous dire qu'il y aurait une taxation mondiale. Mais ça, c'était le premier point. Le deuxième point, on doit faire, mais on vous le redira tout à l'heure, très attention sur les réserves d'usufruit en fonction des pays. Ça peut être retaxé en pleine propriété. Donc, il y a un point à vérifier sur la fiscalité en Turquie également pour pas que vous soyez pénalisé alors qu'on veut en réalité faire une décote en transmettant que les murs, en gardant la jouissance pour bénéficier, comme le permet le droit français, de cette décote concernant notre usufruit. Mais cet usufruit peut exister en Turquie, mais ne pas être calculé de la même manière. Et la Turquie, de mémoire, je vais pas me prononcer sur le sort de l'usufruit en Turquie, mais ça pourrait être retaxé comme ça l'est, par exemple, aux États-Unis. D'accord? Donc, il y a 2 éléments importants pour votre question, M. Beuve, à approfondir. Merci Marianne. On a une question de Gérard qui est une question un peu plus générale mais qui me semble intéressante. Il demande, y a-t-il un intérêt fiscal à préférer faire une donation plutôt que de laisser le bien entrer dans une succession? Je ne sais pas qui veut répondre. Je vais démarrer Marianne et puis tu compléteras. La question, elle est fondamentale. Cette question-là, on pose tous les jours, nous les notaires, et on fait exprès des études de gestion de patrimoine international pour justement répondre à cette question. Et la réponse, elle n'est pas évidente. C'est du cas par cas. Si je n'ai pas de convention internationale évitant la double imposition en matière de donation, je vais peut-être attendre. Si j'ai une convention internationale évitant la double imposition en matière de succession, je vais peut-être attendre le décès plutôt que de payer au moment de la succession. Mais ce n'est pas évident parce que des fois, la convention n'a aucune utilité, tout simplement parce qu'il n'y a pas de droit à payer dans l'autre pays. Vous avez plein de pays où les droits de succession sont bien moins importants qu'en France. Aux États-Unis, vous avez un abattement de plus de 11 millions de dollars par succession. En Italie, vous avez un abattement d'1 million de dollars. Au Portugal, il n'y a pas de droit de succession. Vous voyez, donc
il faut faire du cas par cas, puis étudier en fonction de la fiscalité, voir si c'est opportun ou pas de faire une donation. Très important. Ça me fait penser aussi au cas, tu sais, Olivier, parce qu'on dit au cas par cas, tu as parfaitement raison. Il y a la nature du bien que l'on transmet. Il y a certains biens qui bénéficient d'un régime de faveur dans beaucoup de pays. Donc, en fonction du bien que l'on veut donner, l'opportunité ou pas de la donation peut se poser comme question. Quels sont justement les principaux risques au niveau fiscal d'une donation dans un contexte international? Quels sont les points vraiment sur lesquels on doit faire vraiment très attention? Alors, les principaux risques. Alors, les principaux risques en matière de donation sur les risques, ça va être donc cette problématique qu'on va avoir de bien comprendre la législation fiscale de l'autre pays. Vous voyez, parce que vous avez des termes qui sont les mêmes au niveau du parler, mais qui n'aboutissent pas au même résultat. Et les gens ont tendance à confondre. Donc, quand on parle d'abattement, les abattements ne sont pas les mêmes. Quand on parle d'usufruit, la méthode de calcul de l'usufruit n'est pas la même en France qu'à l'étranger. Mais moi, en France, si j'ai une donation qui m'arrive parce qu'un notaire espagnol a fait une donation, moi, je suis obligé de recalculer pour calculer les droits de succession en France en fonction du barème français. Et je n'arrive pas au même résultat et des fois, je me retrouve avec une double imposition. Ça, c'est une difficulté. J'ai d'autres difficultés. Par exemple, l'évaluation des biens. En France, comme dans beaucoup de pays, lorsqu'on fait une donation, on déclare le bien pour sa valeur vénale, c'est-à-dire sa valeur marchande, la valeur à laquelle on la vend. Quand vous êtes en Italie, vous retenez la valeur cadastrale qui varie. Si c'est par exemple un bien d'habitation, il y a telle valeur cadastrale. Si ce n'est pas un bien d'habitation, c'est encore une autre valeur cadastrale. En Espagne, ils utilisent une valeur cadastrale et dans cette valeur cadastrale, ils appliquent des points de correction en fonction de la province dans laquelle se situe le bien. Hier, j'avais un dossier, par exemple, avec l'Italie où j'avais un bien situé à côté de Rome et j'avais une expertise. Le monsieur vient et me dit Maître Lecomte, mon appartement que je vais donner à mes enfants vaut 150 000. Et j'échange avec le notaire à Rome et il me dit mais moi, ma valeur cadastrale est à 22 000 euros, je vais le déclarer à 22 000 euros en Italie. Bon, lui, il va payer des droits de succession sur 22 000 euros en Italie, moi, je vais les payer sur 150 000 euros en France. Et ce n'est pas du tout pareil. C'est quand même, il y a des questions à se poser. Donc, il y a ces abattements, il y a cette valorisation. Donc, tous ces éléments mis bout à bout font que vous avez des risques importants. Et puis, comme le rappelait tout à l'heure Marianne, vous avez un autre risque, c'est le fait de démembrer un bien à l'occasion d'une donation. C'est quoi un démembrement? Les Français sont hyper habitués à ça, c'est je donne mon appartement à mes enfants, mais je veux garder l'usufruit parce que je veux y rester dans cet appartement ou si je vais en maison de retraite, je veux pouvoir le louer et toucher le loyer. Ça s'appelle un démembrement. Donc, on donne la nue propriété aux enfants. Et lorsque vous faites ce type d'acte et que votre acte voyage à l'international, des fois, il est reçu de façon un peu particulière à l'étranger. Si vous faites une donation au profit d'une personne qui habite en Belgique, la Belgique, elle, ne va pas considérer que la taxation se fait que sur la valeur de la nue propriété. Alors qu'en France, on fait une décote parce qu'on ne donne pas l'usufruit. En Belgique, ils vont taxer sur la valeur en pleine propriété. Donc, la taxe va être plus importante. Dans des pays anglo-saxons, ils vont considérer que cette donation, c'est comme un trust. Ils n'arrivent pas à avoir la notion de l'usufruit réservé. Ils pensent qu'en réalité, on fait une décote. Et ils ont tendance à taxer notre donation, non pas au moment de la donation, mais au moment du décès en valeur en pleine propriété. Or, quand ils la taxent au moment du décès, nous, on a taxé notre donation au moment de la donation et les impôts qu'on a payés dans chaque pays, on ne peut pas donc les compenser et éviter une double imposition. Donc, il y a des travers dans les donations avec des risques fiscaux. Il faut les connaître et puis il faut interroger un spécialiste pour qu'il vous les décèle et qu'il puisse vous éviter ces écueils. Je vais peut-être ajouter juste un petit mot sur parce que là, notre risque, en effet, c'est de payer plusieurs fois sur les mêmes choses. On a parlé tout à l'heure de l'article 784A, dans le cas où j'ai que des biens en France et avec des non-résidents, par exemple, non-résidents, donateurs, donataires. En réalité, c'est un travail de fond à faire avec le notaire avant d'envisager ces donations, parce que peut-être que dans l'autre pays de résidence, je ne sais pas s'il y a un article similaire qui nous permettrait de déduire l'impôt qu'on a payé en France ou pas. Donc, c'est vraiment ce travail de recherche
de la législation de l'autre État, par exemple, qui pourrait nous aider. C'est les calculs, comme le disait Olivier, sur les abattements, sur la progressivité de l'impôt. Je ne sais pas si ça a fait réagir nos auditeurs, les tranches d'imposition en France, par exemple. Est-ce qu'on a vraiment envie de faire une donation ou laisser le bien pour la succession avec des taux d'imposition à 5 à 45%, ou est-ce qu'on préfère le vendre aujourd'hui? Et là, si vraiment on part sur le choix de vendre, il faut regarder aussi les problèmes de plus-value. Mais vous voyez, il y a vraiment, c'est pas simplement la donation, mais ça peut être un ensemble de critères fiscaux, des choix, des lois qui s'appliquent aujourd'hui, par exemple des règlements européens qui vont s'appliquer, la loi successorale qui va s'appliquer. Toutes ces choses-là, toutes ces lois-là, toutes ces règles-là vont avoir une influence sur ma prise de décision. Donc, je pense que c'est le travail de fond qui va éliminer et qui va nous aider à couvrir ce risque. Ce que je comprends, donc, du coup, et ce que j'entends, c'est que ce qu'il faut, c'est anticiper. C'est-à-dire, il faut poser tout sur la table, consulter un notaire, un expert, et après, de façon à savoir avant de prendre la décision. Vous savez, nos dossiers de gestion de patrimoine international, moi, quand je les rends, c'est 80 pages quasiment. Il y a tellement, tellement d'éléments. Puis en plus, voilà, et aujourd'hui, on parle des donations, mais après, il faut traiter la succession fiscalement. Est-ce qu'il ne faut pas faire des professions juristes? Enfin, il y a plein de choses. Il y a le côté fiscal, il y a le côté civil. Aujourd'hui, on ne traite qu'une partie qu'une partie de la chose. Oui, pour rebondir sur ce que tu disais, Olivier, quand on fait cette analyse sur nos dossiers, j'allais dire, internationaux, j'ai beaucoup de questions, je vois, on n'arrive pas à tout lire en même temps que l'on parle, mais on voit bien que la question des 6 ans dans les 10 dernières années reviennent assez souvent. C'est un élément important. Donc, nous, notre rôle, notre devoir de conseil, c'est aussi d'étudier cette durée de vie en France et peut-être de vous dire, pour ne pas atteindre les 6 ans dans les 10 dernières années, il est peut-être temps de partir peut-être au soleil quelques années et on reverra et après on fera peut-être les donations alors que vous ne serez pas là et que vous ne serez pas justement assujetti à l'article 750 ter. Et donc tout ça, c'est juste un calcul. Donc si je suis là, pas là, est-ce que ça fait 6 ans dans les 10 dernières années? Et est-ce que ma loi successorale, si je continue à vivre dans tel pays, comment va être calculée ma succession? Finalement, si c'est calculé comme ça, est-ce que c'est intéressant? Est-ce que je vends avant? Vous voyez, c'est toute cette étude-là que l'on fait. Allez, on reprend quelques questions des internautes. Jeannette demande, peut-on faire une donation à ses enfants séparément? Et on a Marie-Odile qui aborde aussi ce sujet, en fait, puisqu'elle a 2 enfants, elle est résidente en France, Marie-Odile. Elle a un enfant qui est résident en France et l'autre qui est résident en Italie. Elle voudrait que ses enfants héritent de façon égalitaire. Et elle demande si la donation-partage permet cette égalité. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que, Olivier, je me permets, je rappelle juste le principe donation-partage, l'avantage et les inconvénients. Puis après, tu pourras peut-être donner, tu sais, l'exemple avec une soulte ou avec les problèmes de publicité. Je rappelle juste, puisque la question est posée, est-ce que je peux donner? Oui, on peut toujours donner. Je pourrais donner le matin à ma fille et l'après-midi à mon fils. Ça ne me poserait aucun problème juridique. Mais est-ce que c'est souhaitable? C'est ça la question. Est-ce qu'il y a une différence? Oui, bien sûr, il y a une différence et elle est essentielle et donc il faut que l'on vous l'explique. Si je donne, je vais prendre un exemple. Si je donne le matin à mon fils, l'après-midi à ma fille, on va être assujetti à une règle de revalorisation de ce bien jusqu'au moment de ma succession. Donc, pour éviter ce problème de revalorisation des biens, parce qu'ils peuvent ne pas fluctuer de la même manière, il y en a un qui peut prendre plus de valeur que l'autre, alors que personne n'y est pour rien, mes enfants n'y sont pour rien en tout cas, et ça pourrait créer un déséquilibre et un réajustement au moment de mon décès. Ce n'est pas souhaitable. Alors, comment je fais? Je mets mes enfants autour de la table et je fais un acte qui s'appelle une donation-partage. En mettant tout le monde autour de la table et en faisant ma donation-partage, en général, on la fait égalitaire, ça nous permet de figer les valeurs entre nos enfants. Donc, peu importe après les fluctuations, il n'y a pas de réajustement au moment de mon décès. Donc, c'est vraiment important de garder en mémoire. Il faut faire des donations-partage tant qu'on peut les faire, bien évidemment. Après, l'élément d'extranéité va faire qu'on a un autre conseil à vous donner et je te laisse la main, Olivier, pour expliquer. Ce que je disais en même temps, tu m'excuses. Les donations séparées à plusieurs enfants,
Bien sûr, on peut faire une donation en France d'un bien et faire une autre donation en Italie d'un autre bien à un autre enfant. Nous, on a la possibilité de faire une donation partage, c'est-à-dire lorsqu'on a des biens situés en France et à l'étranger, ou un bien seulement situé à l'étranger ou en France, de dire on va donner à un tel enfant le bien et à l'autre enfant on lui donnera une soute. C'est-à-dire que celui qui aura pris le bien va indemniser celui qui n'a pas reçu le bien de la moitié de la valeur de cette propriété. Alors, une donation partage, c'est un gros avantage, c'est que ça garde une équité parfaite au moment du décès. Alors, je mets complètement de côté parce que je vois les civilistes qui vont lever la main en disant mais ils passent complètement à côté. Je ne traite pas de la loi applicable à la donation et qu'on doit faire concorder pour le bien avec la loi successorale. C'est du civil, c'est pas l'objet de ce jour. Moi, je vais rester que sur le côté fiscal. Fiscalement, il faut que je puisse faire une donation et qu'elle soit taxable dans les deux pays et qu'elle puisse être actée. Donc, on peut, dans ce cas, utiliser le système de la soulte, c'est-à-dire que je ne vais pas pouvoir tout le temps, dans mes actes, donner un bien en Italie et arriver à faire publier mon acte en Italie, c'est-à-dire donner un appartement en France à l'un des enfants et donner un appartement en Italie à un autre enfant. Donc, pour que ça soit plus simple, parce qu'on n'a pas toujours la possibilité de faire publier ces actes, en France, on donne un bien à un enfant à charge pour lui de verser une soute à l'autre enfant. Et en Italie, le notaire refait une deuxième donation partage où il donne l'autre bien à l'autre enfant et il compense la soute qui est due par le frère ou par la sœur pour qu'il n'y ait plus de créance entre eux. Voilà comment on peut pratiquer de façon pragmatique. Voilà. Oui. Mais il y a bien, donc on rappelle que dans ce système-là, ça nous permet une efficacité des actes reçus, mais on reste bien sur un système de donation-partage dans les deux pays avec une compensation de la soute. Il y a bien deux actes à faire et évidemment, c'est plus simple pour des raisons de publicité foncière. Tout à fait. Une question de Jeannette qui demande si le donataire devient résident après la donation, est-il soumis à une plus-value, une taxation de forme de plus-value? Si le donataire devient résident après la donation, c'est-à-dire que je pense qu'il est non résident au moment de la donation, il rentre en France, est-ce qu'il y a une fiscalité qui s'applique? Je vais aller plus loin là, c'est qu'il n'y a peut-être pas besoin qu'il rentre en France pour être redevable d'une plus-value en France. Si le bien est situé en France, la plus-value est due automatiquement en France, simplement le taux change si on est en Europe ou pas sur les prélèvements sociaux. Maintenant, ce que plein de gens ne connaissent pas, je finis puis je te repasse la parole, que plein de gens ne savent pas, c'est que la plus-value, elle est assez souvent due lorsque un résident de France vend un bien situé à l'étranger. Et les conventions fiscales, on va tout à l'heure apprendre un petit peu à lire une convention fiscale ensemble, ne donnent pas systématiquement le droit exclusif d'imposer à l'autre État, c'est-à-dire que la France a le droit d'imposer en plus de l'état de situation du bien, ce qui peut générer une imposition en France. Et peu de Français le savent, et peu de Français déclarent ces plus-values. L'administration fiscale est assez cool sur ça parce que c'est une déclaration qui est faite de façon volontaire par les personnes qui vendent, et comme ils sont rarement au courant, il y a plein de gens qui actuellement ne payent pas ces plus-values. C'est-à-dire que ce n'est pas obligatoire de faire cette déclaration. Si, c'est obligatoire. Mais en France, quand un bien est vendu, c'est le notaire qui le fait, qui garde l'impôt. À l'étranger, lorsqu'on a fait lorsqu'on a travaillé donc, sur le congrès du droit international, le 115e congrès, on avait bien vu que c'était une grosse problématique et que ça aurait été plus simple que cette mission soit confiée au notaire avant le rapatriement des fonds. Donc, l'administration fiscale n'a pas choisi cette formule-là, mais moi, je vois techniquement que je suis consulté régulièrement par des gens qui me demandent est-ce que la plus-value est due. Je leur dis oui, la plus-value est due, et je ne vois plus les gens. Donc, ils ne la déclarent pas. Bon, alors il y a des gens qui la déclarent parce qu'ils veulent dormir correctement et qui ne veulent pas avoir une taxation de mauvaise foi des 300%, mais il y en a beaucoup qui ne donnent plus de signe radar. Voilà. Il faut le savoir. Donc, ce serait quand même bien que vous interrogiez un notaire dans votre cas, parce que là, on ne peut pas pouvoir répondre à toutes les questions, parce qu'il y a quand même 193 pays dans l'ONU, donc on ne connaît pas toutes les conventions fiscales. Parce que là, en plus, on n'est plus dans les donations, on est en matière d'impôt sur le revenu. Donc, une plus-value, c'est un gain en capital, on n'est plus dans la convention en matière de donation. Donc, on change de sujet. D'ailleurs, je vais même fermer la parenthèse parce que voilà, c'est pas le sujet. J'ai pas vu, moi, Hervé, la question, enfin, je ne sais pas à quel endroit est cette question, juste parce que je n'ai pas entendu le mot vente.
Parce que si la question c'est la donation a bien eu lieu, l'impôt, normalement, le sort fiscal est calculé au moment de l'acte, évidemment, c'est à ces moments-là que l'on vérifie qui est résident, qui n'est pas résident. Et quand on parle de plus-value, est-ce que la question posée, c'était si le bien qu'on m'a donné il y a 2-3 ans, alors que j'étais non-résident, a pris de la valeur, bah, c'est bien, ça a pris de la valeur, mais s'il n'y a pas de vente, en fait, il faut faire attention. Là, il y a peut-être plusieurs choses dans la question. Peut-être que cette personne-là pensait à un élément bien précis qui nous échappe. Oui. Quand on parle en France, 2 éléments importants. Quand je donne, il n'y a pas de problème de plus-value. Justement, la donation, c'est peut-être un bon outil. Je ne sais pas à quoi pensait cette personne-là. Si j'ai un bien que j'ai acheté 100 000 euros, qui a pris beaucoup de valeur, 300 000 euros, or, je n'ai pas mes années de durée de détention pour avoir une exonération, peut-être que je peux faire une donation puisque j'avais l'intention de gratifier mes enfants. La donation permet de purger les problèmes de plus-value en France. Donc, vous voyez, ça, c'est un élément important à connaître aussi quand on vit à l'international. Et puis, effectivement, les problèmes de plus-value, quand on pense plus-value, on pense vente, on ne pense pas donation en France. Et quand on pense plus-value, il faut regarder, effectivement, il y a une autre notion, c'est l'imposition en France, bien évidemment, mais est-ce qu'il n'y a pas une autre imposition ailleurs? C'est ce que vous a dit, Olivier. Oui, alors, je rebondis quand même 2 minutes, Marianne. Je suis complètement d'accord. Tu as tout à fait raison de bien l'indiquer. Ça purge les plus-values pour les donations en France. Par contre, il y a d'autres pays où la plus-value, elle est due, même lorsqu'on fait une donation, parce qu'on ne considère non pas que vous l'avez reçu à ce moment-là, mais on revient à l'époque où vous l'avez acheté, votre père ou votre grand-père, avant de vous le donner. On considère que le fait de vendre ou de donner n'est pas un fait générateur. On n'applique pas l'adage non bis in idem, qui en italien veut dire impôt sur impôt ne vaut. Ça veut dire que même si vous donnez, ça ne va pas faire disparaître la position. Donc, méfiance, ça marche en France, peut-être pas à l'étranger. Tout à fait. Très bien. Allez, on aborde le dernier quart d'heure de ce passionnant webinaire avec Maître Sevindik et Maître Lecomte. Les internautes, n'hésitez pas à poser vos questions. On a encore un tout petit peu de temps. Moi, j'avais une question en fait qui concernait, Marianne, les démarches à réaliser pour déclarer cette donation en tant que non-résident. À qui on doit s'adresser? Est-ce qu'il y a des délais? Est-ce qu'il faut d'abord s'adresser à l'administration? Alors, c'est le notaire qui s'occupe de tout ça. Comment ça se passe? Bien sûr. Alors, j'allais dire, il vaut mieux que ça soit le notaire parce que le notaire peut voir un problème que vous n'aurez pas vu, en tout cas. Donc, si je prends l'exemple classique, donataire, il y a une somme d'argent qui a été transférée, un don manuel, une somme d'argent, une donation. Est-ce qu'il faut que je le déclare? Oui, par exemple, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, pour les règles de rappel fiscaux, pour pouvoir recharger un nouvel abattement en France, il vaut mieux que je le révèle à l'administration. L'administration n'accepte de prendre la date de la donation que si vous l'avez révélé. Donc, un acte à l'étranger qui n'a pas été révélé à l'administration ne lui est pas opposable. Donc, il faut le révéler. Donc, comment on fait? On peut faire un imprimé de don manuel et l'envoyer au niveau de la recette des impôts. D'accord? Si le donataire est en France, par exemple, on peut l'envoyer à la recette des impôts de son domicile. Ou alors, si on est non-résident, on l'envoie à la recette des non-résidents et c'est Noisy-le-Grand. Je ne connais pas l'adresse par cœur. C'est Thierry du Centre. Voilà. 93 465. Voilà. On vous le remettra, si vous voulez, dans les questions. Donc, on fait cet imprimé. Alors, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure. Ça peut être simplement le dépôt de la copie de l'acte qui a été établi à l'étranger, avec sa traduction, évidemment, si l'administration fiscale ne comprend pas la langue. Donc, le dépôt de l'acte, une copie et éventuellement, c'est pour ça que je dis que le travail du notaire est important, et éventuellement une autre liquidation. On a parlé d'usufruit tout à l'heure. Je prends un exemple, une donation avec un usufruit à l'étranger ne va pas être calculée de la même manière. Et si en plus il y a des droits en France, le notaire va devoir faire cette reliquidation parce que l'administration fiscale en général, je ne vais pas dire qu'elle ne sait pas le faire. ou elle ne le fait pas. Mais en tout cas, ça pose un problème. Donc, le notaire, en général, accompagne ce dépôt d'un courrier dans lequel il y a une liquidation des droits régime français. D'accord? Donc, non-résident à l'adresse que l'on vous mettra, si vous voulez, en fin de webinaire, à Noisy-le-Grand, à la recette des non-résidents. Dans ce sens, Marianne,
Tu vois, si tu as une donation d'un bien effectué à l'étranger et puis que dans la donation, on a une valeur cadastrale indiquée, l'administration fiscale, elle va taxer sur la valeur cadastrale et après, elle va vous dire, bah oui, au moment de la vente, ah bah, il y a des plus-values à payer. Vous allez dire, ben non, il valait tel prix. Bah oui, mais vous ne l'avez pas déclaré au bon prix. En plus, vous êtes de mauvaise foi. Donc, c'est vrai que c'est hyper important. Donc, absolument, les donations d'immeubles à l'étranger, il faut vraiment passer par un acte de dépôt au rang d'un notaire. J'indique également, parce que il y a des gens très prudents qui passent par un notaire à l'étranger, lorsque toutefois cette profession existe à l'étranger, en disant ah oui, comme j'ai déclaré chez un notaire, l'administration fiscale, ça lui est opposable en France puisque c'est un acte non notarié. Ben non, le fisc, pour ça, il n'est pas sympa. Normalement, il devrait la reconnaître, mais il dit moi, je n'ai pas d'effort à aller auprès des autres pays pour savoir ce qui a été donné. Ça ne m'est pas opposable, ce n'est pas considéré comme enregistré. Donc, même si vous faites une donation avec un notaire à l'étranger, il faudra donner une copie authentique de cet acte pour que nous, on les dépose et qu'on l'enregistre et que ça devienne opposable. D'accord. Donc, si je comprends bien, on n'est pas obligé en fait, de passer par un notaire, mais on aura du mal à se débrouiller avec l'administration seule et surtout, on risque de commettre des impairs en fait. Bah, déjà, regardez, quand quelqu'un donne en France, sans que ça soit à l'international, lorsqu'ils font leur déclaration eux-mêmes, ils ne cochent déjà pas les bonnes cases. Quand on fait une donation de somme d'argent, on a un abattement dit loi Sarkozy 31 000 euros. Les gens viennent me prendre l'abattement de 100 000 euros qui ne se recharge plus, qui est perdu. Et au moment de la succession, on n'a pas utilisé le bon abattement. Donc, en plus, quand on n'est pas en France et qu'on est un peu loin de la fiscalité française, puisque on est plongé dans un autre pays, on ne peut pas suivre l'actualité de la France. Moi, je ne peux pas suivre l'actualité de tous les autres pays. C'est pour ça qu'on a des intervenants dans les pays qui nous aident justement à rester à la pointe. C'est pareil pour vous qui êtes à l'étranger. Donc, renseignez-vous et puis au moins, si vous voulez le faire vous-même, faites au moins une consultation pour savoir si vous avez bien rempli votre formulaire. Oui. Ça évitera aussi, ça évitera d'être taxé parce que si c'est pas révélé, ça n'est pas révélé, ça n'est pas opposable, l'administration à la découverte du flux financier, du transfert de fonds par exemple, on pourra être taxé. Alors que peut-être qu'on n'était pas donataire résident à l'époque avec plus de 6 ans dans les 10 dernières années, on ne le révèle pas suffisamment à temps, on revient habiter en France et finalement on se retrouve à être taxé, on aura perdu peut-être 4-5 ans d'abattement, hein, vous voyez, les abattements tous les 15 ans dont on parlait tout à l'heure. Donc, en réalité, c'est très important de le déclarer. C'est même essentiel. On perd rien. Alors, sauf le cas où on doit de l'argent, mais on le doit de toute façon. Donc, si on ne veut pas avoir en plus des amendes, parce que maintenant, les États collaborent de plus en plus et ces renseignements se passent entre les États. Et puis, vous savez qu'existe Tracfin et qu'on est là aussi pour vérifier les flux financiers et l'origine des fonds. Donc, forcément, à un moment donné, la question va se poser de d'où vient l'argent. Est-ce que la fiscalité a été respectée? Est-ce que ça a été payé? Donc, tout ça, c'est vérifié. Je prends juste un exemple parce que ça me fait penser à ça. Quand vous avez des non-résidents, justement, puisque c'était la question, il faut faire attention. La banque française ne débloque pas les fonds tant qu'il n'y a pas, par exemple, une déclaration en bonne et due forme en France, si elle est due en France. D'accord? Donc, c'est un élément important pour pouvoir, justement, profiter de son argent sereinement. Bon, attention à ne pas se faire rattraper par la patrouille, hein, si je comprends bien. François nous demande, il a un appartement à Paris et il demande quelle est la meilleure solution. Est-ce que c'est il voudrait donner cet appartement à ses enfants et il demande est-ce que créer une SCI familiale est une bonne solution ou alors finalement ça sera le plus simple, ce sera de régler les droits de succession au moment de l'héritage. C'est complètement un sujet, on est hors sujet, mais on va répondre. Pardon. Mais voilà, créer une SCI, oui, si on est entre Français avec un lien en France, je vous dis oui. Maintenant, si on est à l'international, il faut savoir que si nous, on considère qu'un trust est un ovni, les Américains, pour eux, une SCI, c'est un ovni. Et ils ont tendance à ils connaissent pas les sociétés transparentes, donc ils auraient tendance à considérer que c'est une société soumise à l'impôt sur les sociétés. Et donc, ça va dépendre dans quel pays se situe. On n'a pas assez d'éléments là, mais peut-être que c'est une bonne solution. Hein, on l'utilisait à un moment avec les anglo-saxons lorsqu'ils achetaient des résidences secondaires. Peut-être que ça ne le sera pas. Donc, la question, c'est une réponse de Normand. Il faut qu'on ait un peu plus d'éléments. Merci Olivier pour la référence à la Normandie. Peut-être ben oui, peut-être ben non. Il y aura peut-être une double imposition, c'est ce qu'il faut dire à ce monsieur, puisque peut-être que dans le pays, je ne sais pas où se trouve ce monsieur,
les parts de SCI sont qualifiées de meubles et dans l'autre, ça va être qualifié d'immeuble. Et finalement, on va avoir deux pays qui vont taxer la même chose et ça serait dommage. Et voilà, et en fonction de la convention. Un exemple. Peut-être qu'en fonction de la ça s'appelle un conflit de qualification. Voilà. Ouais, et on échappera peut-être à l'imposition grâce à la convention, alors qu'on ne l'aurait pas échappé avec l'article 750 ter. Donc, ouais, il y a plein de choses à voir là. Ouais. Si la donation, elle s'avère peu favorable fiscalement, quelles sont quand même les alternatives qu'on peut trouver? La première alternative, ça va être d'attendre le décès, s'il y a une convention en matière de succession. Sinon, vous n'avez pas beaucoup de choix. Hein. Soit si vous avez quand même des alternatives, et ça, c'est ce qu'on traite en gestion de patrimoine, c'est faire des changements de qualification. Vous voyez, des fois, vous êtes taxé parce que l'argent est en France. Que vaille, hein. On ferme le compte bancaire et puis on va l'ouvrir ailleurs où ça ne sera pas taxé. Moi, ça m'arrive aussi j'avais des gens où on avait plusieurs millions d'euros à payer parce que la fille était en France et le monsieur était au Kazakhstan. J'ai renvoyé la fille au Kazakhstan et on lui faire les donations. Et puis dans 2 ans ou 3 ans, elle reviendra et comme la donation aura été faite alors qu'elle est non résidente, il n'y aura aucun impôt à payer en France, elle reviendra riche et puis les droits de succession seront plus dus. Voilà. Alors, des fois, ça nécessite des déménagements des parents, des enfants, ça nécessite des déménagements, des placements. Par exemple, en matière d'assurance vie, des fois, on fait fermer les comptes d'assurance vie pour éviter les doubles taxations. Alors généralement, on n'est pas avec des donations d'assurance vie puisqu'on est exonéré de droits de succession en France, mais ce n'est pas le cas lorsqu'on est dans un domaine international. Enfin, ça demande des arbitrages. Donc, on a des possibilités, pas à tous les coups. Hein. Il faut que vous sachiez que dans des dossiers internationaux, quand on fait une étude, moi, un tiers des dossiers que je fais, je dis aux gens de rien faire. Voilà. Il y a un tiers où fiscalement c'est pas jouable, il n'y a qu'un tiers des dossiers où on va jusqu'au bout. Parce que justement, c'est complexe. On compile des règles civiles de 2 pays et on compile des règles fiscales de 2 pays. Et après, il faut qu'on arrive à avoir dans tout ce labyrinthe une voie qui nous permette de sortir proprement. C'est pas évident. Et il y a aussi le choix de vie, Olivier, parce que ça, c'est uniquement les aspects fiscaux. Parce qu'après, d'expliquer aux gens que le papa ou la maman doit partir ou l'enfant doit partir, c'est vraiment des décisions familiales en réalité. C'est comme est-ce qu'il faut que je vende le bien pour que ça me coûte moins cher? Mais j'y tenais peut-être à cet appartement parisien. Voilà, donc je crois qu'il y a l'aspect fiscal, mais on ne minimise pas l'affect des personnes qui s'adressent à nous. Donc, et c'est pour ça qu'un dossier de gestion de patrimoine, de transmission, en tout cas à l'international, c'est plus long. C'est plus long à étudier parce qu'il faut que ça soit mûrement réfléchi, c'est plus complexe. Écoutez, c'est effectivement ce qu'on a pu voir au cours de ce webinaire. Merci vraiment pour vos précisions et pour vos éclaircissements. Je crois, c'est très précieux pour tous nos internautes. Je vous rappelle, les internautes, donc ce webinaire sera disponible en replay si vous avez raté une partie du début, si vous voulez le revoir. Vous allez recevoir le lien là dans quelques minutes. Donc, n'hésitez pas aussi à le faire connaître. Il y aura un article dans le petitjournal.com dans les prochains jours. Donc, de la même façon, je vous invite évidemment à le lire. Vous pourrez retrouver la vidéo à cet endroit-là également. Et puis, on mettra également les contacts de façon à ce que vous puissiez contacter nos notaires, le CSN et aussi, bien entendu, le Centre des impôts des non-résidents à Noisy, effectivement, qu'on connaît bien aussi au petitjournal.com parce qu'on fait régulièrement des articles aussi sur les déclarations que doivent faire les Français expatriés. Je crois qu'on a répondu à peut-être pas toutes les questions, mais à la plupart. On vous fera passer également, cher maître, les questions. Donc, si vous pouvez et vous le souhaitez, pouvoir répondre à ceux auxquels on n'a pas pu répondre. Il y avait peut-être des questions aussi qui étaient des cas plus précis. Je vois Sylviane qui demande, par exemple, lequel de vous deux est spécialiste pour le Mexique. Alors, je ne sais pas si un de vous deux se charge plus particulièrement du Mexique. Mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est que au CSN, on saura vous orienter vers le notaire compétent. Je vais vous redonner la parole, Marianne, et puis Olivier, pour peut-être un petit mot de conclusion et sur cette thématique qu'on a bien explorée aujourd'hui, donc de la fiscalité des donations dans le contexte international, peut-être pour donner un petit mot de la fin, un petit mot de conclusion et redonner vraiment les grands points d'attention à retenir. Marianne, je vais te laisser conclure, je vais être galant. Allez. Alors, je crois qu'on est d'accord tous les deux, Olivier. Il faut tout d'abord regarder si oui ou non il y a une convention fiscale. Alors, le fait de trouver la convention fiscale, il faut déjà trouver la dernière version. Hein. Une convention fiscale ne se lit pas toute seule.
on lit les commentaires qui vont avec les documents qui sont annexés pour bien comprendre la convention. Mais ce n'est pas si simple. Donc, je dirais qu'à l'international, la première étape, c'est est-on en présence d'une convention fiscale ou pas, de savoir la lire, parce que ce n'est pas si simple. Hein. Quelquefois, les mots nous paraissent très simples. Quand on lit le mot sont imposable, est-ce que ça veut dire que je vais être imposé dans tel pays ou dans tel autre? En fait, ce n'est pas comme ça que ça s'analyse. Ce n'est pas si simple que ça. Donc ça, c'était la vérification de la convention. Et puis après, je dirais surtout, adressez-vous à un professionnel, adressez-vous au notariat, parce qu'on est quand même là pour ça. Et on a quand même nos instances qui travaillent énormément pour aider les expatriés français avec une mission qui s'appelle des Français de l'étranger, avec une autre mission qui s'appelle Mission Europe et Internationale. Donc, on a vraiment ces groupes de travail. Et puis, on a des spécialistes qui aiment, comme Olivier et moi, qui aiment simplement aussi l'international. Donc, il faut s'adresser aux professionnels. Ce n'est pas si simple de répondre à une question juste de fiscalité. Ce n'est pas que de la fiscalité, c'est toute une famille, un patrimoine, c'est peut-être des déménagements, c'est peut-être des arbitrages. Moi, je dirais que ça mérite réflexion. Voilà. Merci beaucoup, Hervé, et merci à nos auditeurs. Et merci à mon ami Olivier. Voilà. Eh bien, très grand merci, Marianne. Un très grand merci, Olivier. C'était un webinaire vraiment passionnant. Merci à tous les internautes. J'espère et je ne doute pas que vous avez trouvé ça très intéressant. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres webinaires organisés par lepetitjournal.com. Je vous donne rendez-vous, bien entendu, sur le site lepetitjournal.com pour nous retrouver au quotidien comme vous le faites très souvent. Je vous dis à très bientôt. Bonne journée, bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée à tous. Au revoir.